Vous savez, à 73 ans, je croyais comprendre le poids des mots. Après tout, j'avais élevé 3 enfants, enterré un mari, traversé les tempêtes d'une longue vie. Mais debout sous la pluie ce mardi soir, mes 2 valises trempées sur les marches du porche, j'ai appris que certains mots peuvent encore blesser plus profondément qu'on ne l'aurait imaginé. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Non pas que j'ai besoin de compassion, j'ai trouvé la paix avec tout ça, mais parce que parfois les leçons les plus importantes sont emballées dans les emballages les plus inattendus. Et peut-être, si vous m'écoutez, reconnaîtrez-vous quelque chose de votre propre histoire dans la mienne. Tout a commencé assez innocemment, comme le font la plupart des histoires compliquées. Il y a 18 mois, je suis tombé dans mon jardin. Rien de dramatique, juste mon pied qui a heurté le bord d'une pierre que j'avais moi-même placée là 20 ans plus tôt. Mais à 71 ans, une entorse à la cheville devient quelque chose de plus grave. Le médecin a dit que j'avais besoin d'aide pendant quelques semaines, le temps que le gonflement se résorbe et que je puisse à nouveau monter les escaliers en toute sécurité. Marie, ma fille aînée, insistait pour que je reste avec eux. Maman, dit-elle en utilisant ce prénom d'enfance qui me faisait toujours fondre, tu ne peux pas te débrouiller seule en ce moment. Viens vivre avec nous. Les enfants adoreraient avoir grand-mère plus souvent. Comment refuser? Leur maison de banlieue avait cette pièce supplémentaire, celle qu'ils utilisaient comme rangement et, à vrai dire, je me sentais seule. Depuis la mort d'Henri, 3 ans auparavant, les soirées étaient longues et silencieuses. L'idée d'entendre à nouveau les rires des enfants, d'être utile, me semblait un cadeau. Mais voici ce que j'aurais dû remarquer, ce que mon jeune moi aurait pu saisir. Le mari de Marie, Laurent, ne réitéra pas son invitation. Il hocha la tête lorsqu'elle parla, mais son regard gardait cette froideur particulière qui apparaît quand on accepte sans le vouloir. Je pensais que c'était dans ses habitudes, il n'avait jamais été particulièrement chaleureux, même pendant leur relation, 15 ans auparavant. Le premier mois fut une bénédiction. J'aidais au petit déjeuner, j'accompagnais les enfants à l'école quand Marie était en retard au travail. La petite Sophie, 8 ans seulement, grimpait sur mes genoux le soir et me demandait de lui raconter des anecdotes sur l'enfance de sa maman. Et Pierre, adolescent, tout en coude et en attitude, s'attardait parfois dans la cuisine pendant que je préparais le dîner, partageant des bribes de sa journée entre 2 bouchées des madeleines que je lui avais apprises. Je me sentais utile, nécessaire, vivante comme je ne l'avais plus été depuis que la maladie d'Henri avait commencé à ronger nos journées. Mais petit à petit, si lentement que je ne m'en suis presque pas rendu compte, les choses ont commencé à changer. Laurent a commencé à parler d'argent plus fréquemment. Des remarques désinvoltes au début, les charges sont plus élevées avec une autre personne à la maison. Puis plus direct, tu pourrais peut-être m'aider pour les courses puisque tu manges ici aussi. Bien sûr que je pouvais aider. Je voulais aider. Ma retraite n'était pas importante, mais elle couvrait mes modestes besoins avec un peu de surplus. Le partage me semblait naturel, voire juste. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je créais un précédent, une attente qui allait pousser comme du lierre, belle au début, mais qui finirait par étouffer tout ce qu'elle touchait. Le truc avec le don, c'est que ça peut devenir invisible. Un jour, on contribue aux courses, le lendemain, on paie la facture d'électricité, juste pour cette fois. Puis la facture d'eau. Puis les réparations de la voiture de Laurent. Chaque demande était raisonnable en soi, chacune justifiée par les circonstances. Mais ensemble, ils ont créé une toile que je n'ai pas vue avant d'y être déjà prise. Au 6e mois, mes affaires avaient été, temporairement, déplacées au sous-sol pour faire de la place au nouveau bureau à domicile de Laurent. Au 8e mois, mon nom a été discrètement ajouté au compte du ménage pour rationaliser les finances. Au 10e mois, je faisais la plupart des tâches ménagères, du ménage et de la garde des enfants pendant que Marie occupait son emploi exigeant à l'agence d'assurance et que Laurent était entre 2 opportunités. Soyons clairs, le travail ne me dérangeait pas. À 72 ans, j'avais encore de l'énergie et je prenais encore plaisir à m'occuper de ma famille. Mais au cours de ces mois, j'ai cessé d'être un invité apprécié pour devenir une aide bénévole. La différence est subtile mais profonde, l'un est choisi, l'autre attendu. Les enfants m'aimaient toujours, me cherchaient toujours du réconfort et des histoires. Mais même eux ont commencé à ressentir le changement. Sophie a arrêté de me demander de lire des histoires avant de dormir quand ses parents étaient là.
Pierre a commencé à adresser ses questions à Marie plutôt qu'à moi, même quand c'était moi qui connaissais les réponses. Je devenais invisible à la vue de tous. Le point de rupture est survenu un matin gris de février. Je préparais du café, le même que je préparais tous les matins depuis plus d'1 an lorsque Laurent est apparu dans la cuisine, encore en pyjama, bien qu'il soit presque 22 heures. « Il faut qu'on parle » a-t-il dit sans me regarder. J'ai posé la cafetière à piston et j'ai attendu. « Le propriétaire augmente notre loyer » a-t-il poursuivi. « Il nous manque 500 € par mois. Marie fait déjà des heures supplémentaires, et ma situation professionnelle, eh bien, vous savez comment elle est. » Je le savais. Laurent n'avait pas travaillé régulièrement depuis plus de 2 ans, refusant ce qu'il considérait comme indigne de lui, tout en acceptant ce qu'il considérait comme son dû sur ma pension. « Je pense que tu devrais m'aider à payer le loyer » a-t-il dit en croisant enfin mon regard. « C'est juste. Tu vis ici aussi. » Quelque chose dans son ton, sa désinvolture, son intuition m'a fait réfléchir. Non pas que je n'en avais pas les moyens, mais à cause de sa question. Ou plutôt, comment il ne posait aucune question. « J'y réfléchirai, » dis-je doucement. Son visage changea. Le masque de raison s'effaça un instant, révélant quelque chose de plus dur en dessous. « À quoi penser? Vous êtes de la famille. Les familles s'entraident. » « Oui, » répondis-je, toujours calme. « C'est vrai. Mais je pensais à l'entraide. À la façon dont cela fonctionne à double sens dans les relations saines. À la façon dont j'avais aidé pendant 18 mois d'une manière qui n'avait jamais été reconnue, jamais appréciée, seulement attendue. 3 jours plus tard, Marie s'approcha de moi. Son visage était tendu, désolé mais déterminé. « Maman, Laurent est vraiment stressé par le loyer. Il cherche du travail, tu sais comme c'est dur pour les hommes de son âge. » J'attendis qu'elle continue, même si je savais déjà où cela allait mener. « On a vraiment besoin de ton aide pour le loyer. C'est juste que, on ne peut pas se permettre de te garder ici autrement. » Voilà. Le choix qui n'en était pas vraiment un. Payer ou partir. Contribuer ou être rejeté. Le foyer que j'avais contribué à entretenir, la famille que j'avais soutenue, la vie que j'avais construite autour de la leur, tout cela dépendait de ma volonté d'être exploité financièrement. J'ai regardé ma fille, je l'ai vraiment regardée et j'ai vu non pas la petite fille que j'avais élevée, mais une femme d'âge moyen qui avait laissé son mari faire de sa mère une transaction. « Je vois, » ai-je dit. « Ce n'est pas personnel, maman. C'est juste, pratique. Pratique. Comme si l'amour, la famille et 18 mois de dévouement pouvaient se résumer à une ligne budgétaire. » Ce soir-là, je me suis allongé dans mon lit étroit, dans la chambre du sous-sol qui sentait l'humidité et les produits d'entretien, et j'ai pris une décision. Pas seulement pour le loyer, mais pour moi-même. Pour ce que j'accepterais ou non. Pour qui j'étais, au-delà de ce que je pouvais offrir aux autres. Le lendemain matin, j'ai trouvé Laurent dans la cuisine, en train de consulter son téléphone tout en buvant le café que j'avais préparé. « J'ai décidé » ai-je simplement dit. « Je ne t'aiderai pas à payer le loyer. » Il leva les yeux, surpris. Je crois qu'il s'attendait à ce que je cède, que je privilégie la paix familiale à ma dignité personnelle. « Comment ça, tu ne m'aideras pas? » Je veux dire, non. Je ne te donnerai pas d'argent pour le loyer. Sa voix s'amplifia. Son visage afficha plusieurs expressions, surprise, colère, calcul. Alors, je suppose qu'il faut qu'on discute d'autres arrangements. Je suppose que oui. En moins d'1 heure, mes valises étaient prêtes. Pas moi, Marie s'en chargea, les mains tremblantes, pliant mes vêtements avec une précision méticuleuse, comme si un pliage correct pouvait rendre la situation moins cruelle. Laurent appela un taxi. Marie ne put me regarder tandis qu'elle portait mes sacs jusqu'à la porte. Les enfants étaient à l'école, épargnés par la gêne des adieux. Et je me retrouvais donc sur ce porche, à 73 ans, sans abri et le cœur brisé, à regarder les phares du taxi disparaître dans la bruine de février. La pluie était froide, mais pas autant que le silence qui avait rempli cette maison pendant ma dernière heure là-bas. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pleuré. Debout là, ma vie réduite à 2 valises et un sac à main, je me sentais plus petite que jamais depuis mon enfance. Le poids du rejet, d'être considérée comme jetable par les gens que j'aimais le plus, m'a presque anéanti. Mais il se passait autre chose aussi.
quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. À chaque goutte de pluie qui frappait mon visage, je ressentais une étrange sensation. Pas seulement de la tristesse, mais du soulagement. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 18 mois et que je pouvais enfin expirer. J'avais dit non. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non à quelque chose qui me semblait anormal, et le monde n'était pas terminé. J'étais debout sous la pluie, oui, mais j'étais debout. Debout, avec mes propres choix, responsable seulement envers moi-même. Je me suis rendu dans un petit hôtel près de la gare, rien d'extraordinaire, mais propre et chaleureux. Le jeune homme à l'accueil était gentil, m'aidant avec mes bagages sans me faire sentir comme un fardeau. Ma chambre était minuscule mais à moi. Le thé que j'ai préparé ce premier soir était meilleur que tous ceux que j'avais bu depuis des mois. Assis sur le lit étroit, j'ai commencé à penser clairement pour la première fois depuis des années. J'ai fait une liste, non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais appris. Sur les limites. Sur le respect de soi. Sur la différence entre être utile et être exploité. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque et modifié les modalités de mon compte. Ma pension me reviendrait à moi seul. Puis j'ai appelé mon avocat, oui, j'en avais un, mais je n'en avais jamais parlé à Laurent et j'ai modifié mon testament. Marie hériterait toujours, mais sous condition. Et ma chère Sophie recevrait un fonds fiduciaire auquel personne d'autre ne pourrait toucher. Je reprenais ma vie en main, un petit geste à la fois. En une semaine, j'ai trouvé un petit appartement dans un quartier calme. Rien de grandiose, 2 pièces, une minuscule cuisine, un balcon juste assez grand pour une chaise et des plantes. Mais il était à moi. Chaque plat dans le placard, chaque livre sur l'étagère, chaque décision concernant le dîner, tout était à moi. La propriétaire, Madame Dubois, était veuve à peu près de mon âge. Elle m'a aidé à m'installer, m'apportant une soupe et restant pour le thé. C'est dur de tout recommencer, dit-elle simplement. Mais parfois, c'est le seul moyen de recommencer à vivre. Je suis dans cet appartement depuis 8 mois maintenant, et je peux vous le dire, la solitude n'est pas la même chose que l'isolement. Dans le calme de mon espace, j'ai redécouvert des parts de moi-même qui étaient restées en sommeil pendant des années. Je lis à nouveau des romans que je choisis moi-même, pas seulement des magazines qui traînent. Je cuisine ce que j'ai envie de manger, pas ce que tout le monde attend. 6 semaines après mon départ, une lettre de Marie est arrivée. Pas vraiment des excuses, mais une reconnaissance. Elle y parlait du stress, de la pression, de la façon dont les choses s'étaient compliquées. Elle n'a pas directement blâmé Laurent, mais elle ne l'a pas défendu non plus. Je sais que nous avons mal géré les choses, a-t-elle écrit. Je sais que nous avons trop demandé et trop peu donné. Je ne sais pas comment y remédier, mais je voulais que vous sachiez que je sais. Ce n'était pas tout à fait ce que j'espérais, mais c'était déjà quelque chose. Une fissure dans le mur du silence, la reconnaissance que ce qui s'était passé n'était pas juste. Je lui ai répondu, sans accepter ni rejeter ses paroles, mais simplement en les reconnaissant. J'ai appris que la guérison se fait en son temps. Le mois dernier, Sophie est apparue à ma porte. 11 ans maintenant, plus grande et plus sérieuse que dans mes souvenirs, mais toujours ma petite fille. Elle portait une boîte de biscuits qu'elle avait faite elle-même et un dessin de nous deux dans mon jardin. Maman a dit que tu avais déménagé parce que tu avais besoin de ton espace, a-t-elle dit en s'installant sur mon petit canapé comme si elle y avait sa place. Mais je pense que tu as déménagé parce que papa était méchant avec l'argent. Les enfants voient plus de choses qu'on ne le pense. Nous avons passé l'après-midi ensemble, à faire des madeleines et à parler de tout sauf du monde complexe des adultes qui nous avaient séparés. En partant, elle m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Tu m'as manqué, grand-mère. Tu m'as manqué aussi, ma chérie. » Elle me rend visite toutes les 2 ou 3 semaines maintenant, toujours avec la permission de Marie, mais visiblement sur son insistance. Ces visites me sont précieuses, non seulement parce que je l'aime, mais aussi parce qu'elles me rappellent que l'amour ne disparaît pas simplement parce que les circonstances changent. J'ai commencé un petit jardin sur mon balcon. Rien d'extraordinaire, quelques herbes aromatiques, quelques fleurs, des tomates en pot. Mais regarder les choses pousser, m'en occuper quotidiennement, m'a donné un but que j'avais oublié. Mon voisin, Monsieur Bernard, est un enseignant à la retraite qui entretient un jardin bien plus grandiose dans la cour en contrebas. Parfois, nous partageons un café et parlons de plantes, de livres, des petits plaisirs d'une vie tranquille.
Il est devenu un ami, non pas pour combler un vide, mais simplement parce que l'amitié, comme les fleurs, pousse naturellement lorsque les conditions sont réunies. On me demande souvent si je regrette ma décision. Si j'aurais préféré payer le loyer et rester avec ma famille. C'est une question légitime, et j'y ai bien réfléchi. Voici ce que j'ai appris, il y a une différence entre le sacrifice et l'exploitation. Le sacrifice est choisi, temporaire et réciproque. L'exploitation est exigée, sans fin et unilatérale. J'avais confondu les deux pendant bien trop longtemps. Dire non au loyer n'était pas vraiment une question d'argent. Il s'agissait de dire oui à moi-même, à ma dignité, à l'idée que ma valeur en tant qu'être humain ne se mesurait pas à ce que je pouvais apporter aux autres. Je pense qu'en vieillissant, on ressent une pression pour être reconnaissant pour le moindre brin d'attention ou d'inclusion qui nous est offert. Pour être la gentille grand-mère qui ne se plaint jamais, n'exige jamais rien, n'importune jamais personne avec ses propres besoins. Mais ce n'est pas de la sagesse, c'est juste de la peur déguisée en vertu. Ma vie est désormais plus petite à certains égards que dans la maison de Marie. Plus calme, certainement. Moins remplie du mouvement constant de la vie de famille. Mais c'est aussi plus authentique. Plus mien. Je me réveille chaque matin en sachant que chaque choix que je ferai ce jour-là sera le mien. J'aime toujours ma famille. J'espère toujours la réconciliation, la guérison, une meilleure compréhension. Mais je les aime maintenant d'une position de force, non de dépendance. Et cela change tout. Marie appelle parfois. Des conversations prudentes sur des sujets sur l'école de Sophie, la météo, son travail. Laurent n'appelle pas, et je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. Mais il y a moins de colère maintenant, moins de douleur. La plupart du temps, il y a juste de la clarté. Sur ce qui était, ce qui est et ce qui pourrait être possible. Si vous écoutez ceci et reconnaissez quelque chose de familier, si vous vous êtes retrouvé à disparaître dans les besoins de quelqu'un d'autre, si vous vous êtes senti coupable d'avoir des limites, si on vous a demandé de choisir entre votre dignité et votre famille, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas égoïste de dire non. Vous n'êtes pas ingrat d'attendre une réciprocité. Tu n'es pas méchante de refuser d'être exploité, même par ceux que tu aimes. Poser des limites ne signifie pas punir les autres, mais se protéger. Il s'agit de créer un espace pour que des relations authentiques se développent, des relations fondées sur le respect mutuel plutôt que sur des obligations unilatérales. Ces jours-ci, mes plaisirs sont simples mais profonds. Du thé dans ma tasse à l'heure que je choisis. Des livres lus au soleil sur mon balcon. Des lettres manuscrites à Sophie, remplies d'histoire et d'encouragement. Des conversations avec Madame Dubois sur tout et n'importe quoi. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale. 12 femmes, toutes âgées de plus de 60 ans, toutes avec leurs propres histoires. Nous lisons ensemble, nous rions ensemble, nous nous soutenons mutuellement dans les petits et grands défis du vieillissement. Cela ne remplace pas la famille, mais c'est quelque chose de précieux en soi, une communauté choisie, fondée sur des intérêts communs et un respect mutuel. Voici une chose à laquelle je ne m'attendais pas, cette expérience m'a rendue plus courageuse. Pas seulement en ce qui concerne les relations familiales, mais la vie en général. Quand on a survécu au rejet de ceux qui étaient censés nous aimer le plus, les autres peurs paraissent moins importantes en comparaison. J'ai commencé à suivre des cours de peinture. Je suis nulle, mais je m'en fiche. Je suis bénévole au refuge pour animaux, trouvant du réconfort dans l'amour simple des chiens et des chats. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un, oui, à 73 ans. Pas sérieusement, mais avec l'ouverture d'esprit que procure le fait de savoir qu'on peut survivre à une déception. Pierre, mon petit-fils aîné, est venu me voir la semaine dernière. Il a maintenant 17 ans, tout en angles vifs et en émotions complexes. Il est resté dîner et m'a parlé de ses projets d'université, de la fille qu'il aime, de ses craintes pour l'avenir. Nous avons discuté pendant des heures, et au moment de partir, il a dit « Je suis content que tu sois partie, grand-mère. Tu as l'air plus heureuse maintenant. » De la bouche d'un adolescent, c'est presque un traité philosophique. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. À 73 ans, je suis conscient que mon temps est limité, que chaque jour est un cadeau précieux. Mais je suis aussi conscient que la façon dont je les passe compte. Que la dignité et le respect de soi ne sont pas des luxes que je peux me permettre de sacrifier au nom de la paix familiale.
Marie et moi retrouvons le chemin l'un vers l'autre, lentement et prudemment. Non pas vers ce que nous étions, cette relation fondée sur des inégalités, mais vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus honnête. Elle a commencé à me rendre visite de temps en temps, toujours seule, toujours pour de brefs moments. Nous parlons surtout de choses rassurantes, mais sous ces mots mesurés, une compréhension grandit. Elle apprend à me voir comme une personne, pas seulement comme une ressource. Et j'apprends à l'aimer sans avoir besoin de la sauver des conséquences de ses choix. Il y a 8 mois, sous cette pluie, je pensais vivre le pire jour de ma vie. Mais j'avais tort. Je vivais le premier jour de ma nouvelle vie. Le jour où j'ai cessé d'avoir peur de mon propre pouvoir de choisir. La véritable victoire n'a pas été de leur prouver qu'ils avaient tort ou de les faire regretter. C'était de redécouvrir que j'avais le choix. Que j'avais une valeur supérieure à ce que je pouvais offrir aux autres. Que je pouvais survivre à la déception, au rejet, même au chagrin, et trouver encore des raisons de me lever chaque matin. Je pense parfois à Henri, à ce qu'il dirait de tout cela. Il a toujours cru en ma force, même quand je n'y croyais pas. Je pense qu'il serait fier de la femme que je suis devenue, ni amère, ni fermée, mais plus pleinement moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Si vous écoutez ceci et que vous êtes confronté à vos propres choix difficiles, à vos propres moments de vérité, je veux que vous sachiez qu'il est possible de dire non avec amour. De fixer des limites avec compassion. De vous choisir sans devenir égoïste. Ce n'est pas facile. Il y aura de la pluie. Il y aura des nuits où vous remettrez tout en question. Mais il y aura aussi des matins où vous vous réveillerez dans votre propre espace, entouré de vos propres choix, responsable uniquement de vous-même et de vos valeurs. Et il y aura des cadeaux inattendus, des voisins qui deviennent des amis, des petits-enfants qui vous recherchent, des livres qui parlent à votre âme, des jardins qui poussent sous vos soins. Des petites joies qui vous appartiennent entièrement. J'écris encore mon histoire, je découvre encore ce que signifie avoir 73 ans et être pleinement vivant. Certains jours sont plus durs que d'autres. Certains jours, le chaos de la vie de famille me manque, le sentiment d'être nécessaire. Mais la plupart du temps, je suis reconnaissant pour la paix que j'ai trouvée, pour la clarté qui m'est venue à travers la crise. Sophie me rend visite la semaine prochaine. Nous allons planter des herbes aromatiques ensemble dans mon jardin sur mon balcon et préparer des madeleines avec la recette que son arrière-grand-mère m'a apprise. Elle apporte ses peintures pour que nous puissions travailler ensemble sur un tableau, non pas parce que quelqu'un nous l'a demandé, mais parce que ça a l'air amusant. Ce sont ces moments qui comptent maintenant. Pas les grands gestes ni les confrontations dramatiques, mais le choix silencieux de la joie. La décision quotidienne d'honorer sa propre vie, sa propre valeur, son propre droit à la dignité. Je veux terminer en vous disant quelque chose que j'ai appris. Dire non aux mauvaises choses laisse de la place aux bonnes choses. Se protéger crée un espace pour que l'amour authentique grandisse. Choisir sa propre dignité ne fait pas de vous un égoïste, cela vous rend entier. La pluie a fini par s'arrêter, comme toujours. Le soleil est apparu, comme toujours. Et j'ai découvert que j'avais toujours porté un parapluie sur moi, le parapluie de ma propre valeur, de mes propres choix, de ma propre vie belle, compliquée et résiliente. Si vous êtes sous votre propre pluie en ce moment, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas impuissant. Tu n'es pas obligé de disparaître pour le confort des autres. Tu as des choix, même quand ils ne te semblent pas être des choix. Tu as de la valeur, même quand les autres ne la reconnaissent pas. Et parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire, pour toi-même et pour les autres, c'est de te redresser, de prendre tes valises et d'avancer dans ta propre vie. J'ai 73 ans et je commence tout juste à comprendre ce que signifie être libre. Pas libre de responsabilité, d'amour ou d'attention, mais libre de choisir comment j'exprime ces choses. Libre d'aimer avec force plutôt que par peur. Libre d'être moi-même, complètement et sans excuse. C'est un cadeau qui vaut n'importe quel prix. Même le prix de se tenir seul sous la pluie, découvrant que tu as toujours eu des ailes. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager ce voyage avec moi. Et n'oublie pas, ton histoire est encore en cours d'écriture. Fais-en une belle. Approprie-toi-la.